Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous faire un bilan de cette compétition qui a été remportée donc par l'Espagne. On va revenir dans cette vidéo sur tous les résultats de la phase de groupe avec les statistiques des équipes et puis les résultats des matchs. On verra rapidement, on fera un retour sur les 16e de finale, sur les 8e de finale, sur les quarts de finale, demi-finale et finale et match pour la troisième place avec le classement final des meilleurs marqueurs et le classement final des meilleurs passeurs dans cette compétition. Ça a été la plus grande compétition de Coupe du Monde de l'histoire, tout simplement, puisque pour la première fois, il y avait 48 équipes qui étaient qualifiées dans la compétition. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu des 16e de finale et beaucoup plus de matchs que d'habitude, un match de plus. Associé à ça, il y avait aussi la chaleur qui a été vraiment très partie prenante, hein. C'est vrai que la FIFA avait instauré des pauses fraîcheur, une au milieu de première mi-temps et une en milieu de deuxième mi-temps pour permettre aux joueurs de pouvoir récupérer et de pouvoir boire. Ça a été une compétition un peu différente, ces pauses fraîcheur étant d'ailleurs incrémentées de pages publicitaires, hein. Donc c'était pas donnant, on va dire. C'était pas gratuit de la part de la FIFA. Mais voilà, il y a eu beaucoup de très gros matchs avec au final les 4 meilleures équipes au classement FIFA qui se sont retrouvées en demi-finale, comme quoi avoir un gros effectif, ça permet toujours d'aller loin dans les compétitions et encore une fois, c'est un petit peu ce qui s'est passé comme dans les précédentes. Il y a toujours des surprises jusqu'en 16e, 8e de finale, mais au-delà, s'il n'y a pas un gros effectif, ça devient compliqué. À un moment, ça, je dirais que ça ne passe plus. Alors on va revenir déjà sur la phase de poule. Il y avait donc 12 poules, hein, 12 poules de 4 équipes. Je rappelle que les deux premiers de chaque poule ont été qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes, donc ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Tout simplement, il y avait 32 équipes sur les 48 qui se sont qualifiées, donc les trois quarts, hein, les amis, les trois quarts, les deux tiers, pardon, qui se sont qualifiés pour les 16e de finale. Voilà, on va commencer par la poule A. Dans la poule A, c'est le Mexique qui a fini premier devant l'Afrique du Sud, deuxième Mexique 9 points, Afrique du Sud 4 points, troisième Corée du Sud 3 points et quatrième République tchèque avec seulement 1 point. Eh bien écoutez, seulement les deux premiers se sont qualifiés. La Corée du Sud n'a pas été dans les meilleurs troisièmes avec seulement 3 points. Et puis c'est vrai que la République tchèque a un petit peu raté sa compétition. Les résultats des matchs, le Mexique a fait le parcours parfait, hein, dans cette phase de poule. Ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0. Il y a eu aussi victoire de la Corée du Sud contre la République tchèque 2-1. Ils avaient renversé la République tchèque puisque c'est la République tchèque qui mène 1-0. République tchèque, Afrique du Sud 1 partout. Encore une fois, la République tchèque n'avait pas pu tenir son avantage. Le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0, puis le Mexique a battu sèchement la République tchèque 3-0 et l'Afrique du Sud a battu la Corée du Sud 1-0. Grâce à cette victoire au dernier match, c'est l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée, la Corée du Sud qui a été éliminée. Dans la poule B, on a eu 3 qualifiés. Premier Suisse 7 points, deuxième Canada et Bosnie-Herzégovine avec 4 points, quatrième Qatar 1 point. Alors le premier, la Suisse, c'est vrai qu'ils ont fait le parcours presque parfait. Ils se sont un peu ratés au premier match, hein. Déjà la première journée, on a un Canada-Bosnie-Herzégovine, il y a eu un partout, et un Qatar-Suisse, un partout. C'est vrai que le Qatar a égalisé à la dernière minute contre la Suisse, mais après la Suisse s'est bien rattrapée, ils ont battu la Bosnie 4-1, tandis que le Canada battait le Qatar 6-0. Et dans la dernière journée, la Suisse a battu le Canada 2-1, tandis que la Bosnie a battu le Qatar 3-1. Donc voilà, il y a eu 3 qualifiés, la Bosnie étant dans le meilleur troisième de cette compétition. Dans la poule C, on avait deux grosses équipes, puisque Brésil et Maroc sont 6e et 7e au classement FIFA. C'est quand même assez incroyable qu'elles se retrouvent dans la même poule. Et donc c'est le premier, le Brésil, avec 7 points, deuxième Maroc, 7 points. Les deux se sont qualifiés. Troisième Écosse, 3 points, quatrième Haïti, 0 points. Et l'Écosse n'a pas fini dans les meilleurs troisièmes et donc été éliminée. On a démarré très fort, hein, dans cette Coupe du Monde, puisque le premier match c'était un Brésil-Maroc, il y a eu un partout, avec une forte domination du Maroc, avec une très grosse première mi-temps.
Et puis le Brésil a pu égaliser grâce à Vinicius sur un exploit et une belle frappe. Ensuite, l'Écosse a battu Haïti 1-0, donc c'est l'Écosse, hein, qui était premier du groupe, hein, à la première journée. Deuxième journée, le Maroc a battu l'Écosse 1-0 avec je crois, le but le plus rapide dans cette Coupe du Monde, au bout d'1 minute 20 pour le Maroc par Seybarri. Le Brésil a battu Haïti 3-0 et la dernière journée, le Brésil a battu l'Écosse 3-0 et le Maroc a battu Haïti 4-2. Dans le groupe D, c'est le groupe des États-Unis. Premier États-Unis 6 points, deuxième Australie 4 points, troisième Paraguay 4 points, qualifié le Paraguay en tant que meilleur troisième, quatrième Turquie 3 points. La Turquie a complètement raté sa compétition. Le premier match, États-Unis a battu le Paraguay 4-1. Également, première journée, Australie a battu la Turquie 2-0, alors que c'est pourtant la Turquie qui a ultra dominé le match et qui s'est fait prendre en contre, tout simplement. Ils ont eu très peu de XG contre eux, beaucoup de XG pour eux, et ils n'ont pas eu de réussite du tout. Deuxième journée, États-Unis 2-0 contre l'Australie et Turquie qui perd à nouveau contre le Paraguay 1-0. Donc la Turquie est éliminée après 2 journées. Les États-Unis étaient premiers et sûrs de finir premier après 2 journées. C'est assez improbable. Encore une fois, la Turquie a ultra dominé le Paraguay avec beaucoup plus de buts attendus, mais ils n'ont pas eu de réussite du tout. Et dernière journée, la Turquie a battu les États-Unis 3-2, tandis que le Paraguay et l'Australie faisaient 0-0, et ça permettait donc au Paraguay de finir meilleur troisième dans les meilleurs troisièmes tout simplement. Dans la groupe E, les amis, premier Allemagne 6 points, deuxième Côte d'Ivoire 6 points, troisième Équateur 4 points, quatrième Curaçao 1 point. L'Équateur en tant que troisième a fini dans les meilleurs troisièmes avec les 4 points. Première journée, l'Allemagne a explosé Curaçao 7-1 et la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0, je crois, avec un but au-delà de la 90e minute. Deuxième journée, l'Allemagne a battu la Côte d'Ivoire 2-1 en marquant dans les arrêts de jeu, le but de la victoire. Équateur-Curaçao 0-0 et troisième journée, l'Équateur a battu l'Allemagne 2-1, tandis que la Côte d'Ivoire a battu Curaçao 2-0. C'est un peu une surprise l'Équateur qui bat l'Allemagne. C'est grâce à cette victoire qu'ils ont pu finir meilleur troisième, les Allemands étant déjà qualifiés. Dans le groupe F, premier Pays-Bas 7 points, deuxième Japon 5 points, troisième Suède 4 points, quatrième Tunisie 0 points. La Suède a fini dans les meilleurs troisièmes et s'est qualifiée. Première journée Pays-Bas-Japon 2-2, le Japon qui revient au score deux fois, qui égalise deux fois. Et Suède qui bat la Tunisie 5-1. Ensuite, deuxième journée Pays-Bas battent la Suède 5-1. Alors j'ai jamais vu ça, une équipe qui gagne 5-1 un match et qui perd 5-1 le match suivant. C'est inédit. Et le Japon a battu la Tunisie 4-0. La Tunisie a complètement raté sa Coupe du Monde. Troisième journée, Pays-Bas bat la Tunisie 3-1 et Japon-Suède 1 partout, ce qui permet à la Suède de finir meilleur troisième. Dans le groupe G, eh ben écoutez, premier Belgique avec 5 points, deuxième Égypte 5 points également, troisième Iran 3 points et quatrième Nouvelle-Zélande 1 point. Seuls la Belgique et l'Égypte sont qualifiés et les deux équipes se sont affrontées un peu comme pour le Brésil-Maroc à la première journée. Et les deux équipes se sont tenues en échec, un but partout. Ensuite, première journée, Iran 2-2 contre la Nouvelle-Zélande. Deuxième journée, Belgique-Iran 0-0 et Nouvelle-Zélande qui perd contre l'Égypte 3 buts à 1. C'est vrai que la Belgique est allée chercher la qualif et la première place à la dernière journée. Troisième journée, la Belgique a battu la Nouvelle-Zélande 5-1, tandis que l'Égypte faisait un partout contre l'Iran. C'est comme ça que la Belgique s'est retrouvée premier du groupe G. Dans le groupe H, premier Espagne 7 points, deuxième Cap-Vert 3 points. Troisième, Uruguay, 2 points. Quatrième, Arabie Saoudite, 2 points. Seulement deux équipes se sont qualifiées, l'Espagne et le Cap-Vert. Et à noter que le Cap-Vert est l'équipe deuxième qui a le plus petit total de points dans cette compétition. Et ils n'auraient même pas été dans les meilleurs troisièmes s'ils avaient eu ce nombre de points-là. L'Espagne a fait match nul à la première journée contre le Cap-Vert 0-0. Et oui, c'était une surprise. L'Arabie Saoudite a fait un partout contre l'Uruguay. Deuxième journée, l'Espagne a battu l'Arabie Saoudite 4-0. L'Uruguay a fait 2-2 contre le Cap-Vert. Troisième journée, l'Espagne a battu l'Uruguay 1-0. Et le Cap-Vert fait 0-0 contre l'Arabie Saoudite. Et oui, le Cap-Vert s'est qualifié en faisant 3 matchs nuls et donc n'a pas gagné de match, mais ils ont réussi à se qualifier et finir deuxième de la poule. On continue puisque cette fois dans cette compétition il y a 12 poules. Dans le groupe I, le groupe de la France, premier France 9 points, deuxième Norvège 6 points, troisième Sénégal 3 points, quatrième Irak 0 points. C'est vrai que la France a fait le parcours parfait en poule, hein. Ils ont battu le Sénégal 3-1.
Ensuite, ils ont battu l'Irak 3-0 et à la dernière journée, ils ont battu la Norvège 4-1, une Norvège bis qui avait fait beaucoup tourner son effectif. Dans les autres matchs, la Norvège a battu l'Irak 4-1 et la Norvège a battu le Sénégal 3-2. Donc c'est vrai que la France-Norvège, c'était la finale d'une certaine façon pour la première place dans ce groupe. À noter que le Sénégal, grâce à sa victoire 5-0 contre l'Irak à la troisième journée, ils ont pu finir meilleur troisième avec 3 points, parce que la plupart des meilleurs troisièmes avaient 4 points, mais grâce à un bon goal average dû à cette victoire 5-0. Dans le groupe J, première Argentine 9 points, parcours parfait, deuxième Autriche 4 points, troisième Algérie 4 points également, quatrième Jordanie 0 points. Alors l'Argentine a battu à la première journée l'Algérie 3-0 et l'Autriche a battu la Jordanie 3-1. Deuxième journée, l'Argentine bat l'Autriche 2-0 et l'Algérie bat la Jordanie 2-1. Troisième journée, 3-3 entre l'Algérie et l'Autriche avec une fin de match de fou. Et Argentine qui bat la Jordanie 3-1. Et oui, Algérie-Autriche, a noté que l'Algérie a marqué à la 92e minute le 3-2, ce qui faisait que l'Algérie était deuxième de la poule et ce qui éliminait l'Autriche qui se retrouvait avec 3 points et qui n'était pas dans les meilleurs troisièmes. Mais l'Autriche a égalisé à la 96e. En plus de se qualifier, ils ont même repris la deuxième place, même si après pour les adversaires à affronter, il valait mieux finir troisième que deuxième. Dans le groupe K, premier Colombie 7 points, deuxième Portugal 5 points, troisième République démocratique du Congo 4 points, quatrième Ouzbékistan 0 points. Première journée Portugal, RD Congo 1 partout, c'était une surprise. Également Colombie qui bat l'Ouzbékistan 3-1. Deuxième journée, le Portugal bat l'Ouzbékistan 5-0 et la Colombie bat la République démocratique du Congo 1-0. Et troisième journée, République démocratique du Congo qui bat l'Ouzbékistan 3-1 et Colombie-Portugal 0-0. Et dans le dernier groupe, le groupe L, premier Angleterre 7 points, deuxième Croatie 6 points, troisième Ghana 4 points, quatrième Panama 0 points. Les trois premiers se sont qualifiés puisque le Ghana a réussi à finir meilleur troisième avec 4 points. Alors, à noter que la première journée, il y a eu un Angleterre-Croatie, un gros match. Il y a eu 4-2 pour l'Angleterre. Également, le Ghana a battu le Panama 1-0. Deuxième journée, Angleterre-Ghana 0-0 et la Croatie qui bat le Panama 1-0. Troisième journée, Croatie bat le Ghana 2-1 et l'Angleterre bat le Panama 2-0. La Croatie qui a mal démarré après la défaite contre l'Angleterre et puis qui ensuite enchaîne 2 victoires de suite pour se qualifier. Alors, on arrive les amis au 16e de finale, puisque dans cette compétition, il y avait des 16e de finale en plus. Le premier 16e, c'était Afrique du Sud-Canada, et c'est le Canada qui avait gagné 1-0 grâce à un but dans les arrêts de jeu, je crois à la 92e ou 93e minute, une frappe en dehors de la surface de réparation. Le deuxième match, le Brésil a battu le Japon 2-1, mais ça a été très compliqué. Je crois même qu'ils étaient menés et qu'ils ont renversé le score. L'Allemagne, et c'était une grosse surprise, a perdu contre le Paraguay au tir au but. Il y a eu un partout et le Paraguay avait gagné au tir au but, 4 tirs au but à 3. Et c'est comme ça que le Paraguay a rencontré la France ensuite. Les Pays-Bas ont perdu au tir au but contre le Maroc. Il y a eu un partout et le Maroc a gagné 3 tirs au but à 2. Mais dans l'ensemble du match, je crois que les Pays-Bas n'ont cadré que 2 tirs dans la rencontre. C'est très très faible et puis les Marocains ont vraiment bien dominé les 120 minutes de jeu puisqu'il y a eu prolongation et les Marocains ont mérité la qualif. La Norvège bat la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. C'était pas trop une surprise pour moi. La France bat la Suède 3 buts à 0. La France, bon, a fait le match parfait. C'est vrai qu'ils ont été très très bons les Français jusqu'en demi-finale. Le Mexique a battu l'Équateur 2 à 0. Le Mexique qui continuait son petit bonhomme de chemin, puisque je rappelle qu'ils avaient gagné les 3 matchs de poule sans encaisser de but, il me semble. Donc là, ça faisait 4 victoires de suite. Ça marchait très bien à ce moment-là. L'Angleterre a battu la République démocratique du Congo 2-1, mais très difficilement. Les Anglais, qui ont même été menés 1-0 et qui ont égalisé en deuxième mi-temps par l'inévitable Harry Kane, qui ensuite a donné le but de la victoire grâce à une frappe monstrueuse de l'entrée de la surface de réparation. La Belgique a battu le Sénégal 3 buts à 2 et ça a été un match de fou tout simplement car le Sénégal menait 2-0 jusqu'à la 85e minute. La Belgique a réduit le score, 89e la Belgique a égalisé et ensuite en prolongation, la Belgique a marqué un troisième but à la 117e minute pour renverser un Sénégal qui ne s'attendait pas à ça. Alors, non, en prolongation, j'ai plus la minute. Je crois que je vous ai peut-être dit une bêtise, mais voilà, c'est de toute façon un renversement de situation incroyable. Et le Sénégal s'est retrouvé éliminé. Ils étaient peut-être trop confiants à la 84e minute. Ils se sont mis à mal se placer sur le terrain, à perdre des ballons bêtes. Et puis prendre 2 buts comme ça, à coup sur coup, ça fait très mal. Les États-Unis, écoutez, ils ont battu la Bosnie en 16e de finale
2 buts à 0. L'Espagne a battu l'Autriche 3-0 en 16e de finale avec un match à sens unique. Les Autrichiens n'avaient pas vu le jour avec déjà un jeu collectif espagnol qui tournait à plein gaz, plein régime. Le Portugal a battu la Croatie 2-1 avec un duel au sommet et un gros choc entre deux équipes. La Suisse a battu l'Algérie 2 buts à 0. La Suisse, oui, bah, finalement, ils continuent leur progrès, ils continuaient leur petit bonhomme de chemin. L'Australie contre l'Égypte, il y a eu un partout et c'est l'Égypte qui a gagné 4 tirs au but à 2. Ça a été très compliqué, mais l'Égypte a réussi l'exploit de se qualifier. L'Argentine a eu beaucoup de mal aussi à passer le Cap-Vert. Ils ont gagné 3-2 après prolongation. Mais voilà, ça a été très compliqué. Et le dernier 16e de finale, la Colombie a battu le Ghana 1 but à 0. La Colombie, je rappelle, même avant la Coupe du Monde, c'est une équipe qui perd très peu, qui prend très peu de buts, qui en marque régulièrement et donc qui enchaîne beaucoup de performances. On arrive au huitième de finale, les amis, et le premier match, le Maroc a éliminé le Canada 3-0 après une première mi-temps compliquée où les Marocains étaient un peu bougés, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le Canada a tout donné et qu'ils étaient cramés en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, le Maroc a gagné 3-0, mais ils ont même tiré sur le poteau. Donc voilà, c'est vrai que c'était un match qui montrait déjà que le Canada avait atteint ses limites physiques et que le Maroc commençait à avoir des soucis avant le match contre l'équipe de France, puisque l'attaquant Seibari s'est blessé à ce moment-là, et ça c'était une grosse perte pour la compétition. La France, en huitième de finale, a battu le Paraguay 1-0 dans un match monstrueux où il n'y a pas eu de faute, parce que pas eu de foot et, euh, et beaucoup de fautes, pardon, c'est comme ça qu'il faut le dire, où beaucoup de fautes non sifflées, où je crois les Paraguayens ont fait plus d'une trentaine de fautes, même pas la moitié ont été sifflées, et ont eu zéro carton jaune avec des actes d'anti-jeu monstrueux, des coups de coude, des coups de poing, des tacles à retardement. Tout ce qu'on veut pour blesser les joueurs de l'équipe de France et les faire dégoupiller. Les Français sont restés humbles, honnêtes, n'ont pas bougé, n'ont pas bronché. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Finalement, la France qui l'emporte sur un penalty de Mbappé à la 70e minute, je crois environ, mais un match où la France a quand même été largement au-dessus. Et voilà, il n'y avait pas de nécessité pour le Paraguay. Ils avaient gagné en battant l'Allemagne en jouant plutôt bien au foot. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête de jouer comme ça contre la France. Et puis l'arbitrage aussi, on peut quand même le dire, l'arbitrage c'était une catastrophe. En temps normal, il y aurait eu 3 ou 4 cartons rouges pour le Paraguay, ils auraient pris 5-0, hein. Voilà, tout simplement. Le match suivant, c'est la Norvège qui a battu le Brésil 2 buts à 1 grâce à Haaland. Et c'était pas trop une surprise. Et c'est vrai que le Brésil a marqué qu'à la 95e minute par Neymar sur penalty, mais voilà, la Norvège a réalisé un bel exploit. Le match suivant, huitième de finale, c'est l'Angleterre qui a battu le Mexique 3-2. Le Mexique invaincu qui gagnait tout, qui prenait pas de but et qui s'est fait éliminer chez lui en huitième de finale par une équipe d'Angleterre vraiment très costaud. Et un Bellingham qui marque 2 buts coup sur coup 30e et 38e et qui met vraiment un coup au moral à ce moment-là. L'Espagne a battu le Portugal 1 but à 0, mais ça a été très compliqué. Peut-être l'un des matchs les plus compliqués parce que je ne vais pas tenir compte du Cap-Vert où il y a eu 0-0, tout simplement parce que c'était un match de poule, mais contre le Portugal, c'est vrai que les Espagnols ont eu du mal, vraiment, et les Portugais ont eu beaucoup d'occasions. Et l'Espagne remporte une petite victoire, mais la qualification a été plus importante. Les États-Unis sont arrivés au bout du bout et ils ont perdu, ils ont explosé contre la Belgique 4 buts à 1. Alors j'avais un peu annoncé, hein, c'est vrai qu'à un moment physiquement ça devient compliqué, hein, puisque maintenant on a des 16e de finale, mais c'est comme si avant c'était 8e et quart de finale, hein. Quart de finale, une équipe qui arrive au bout de 5 matchs, ça commence à être dur. Mais d'autant plus qu'en mars dernier, il y avait un match amical entre ces deux équipes et la Belgique avait gagné 5-2 facilement. Donc il y avait déjà un antécédent, je dirais, de style de jeu qui montrait que la Belgique était largement au-dessus. Le match suivant, l'Argentine a renversé l'Égypte 3 buts à 2 dans une fin de match invraisemblable puisque l'Égypte a mené 2-0, a même eu un troisième but, enfin un deuxième but, c'était avant le deuxième but, refusé pour une faute au préalable 20 secondes avant. Alors là, j'ai trouvé ça aberrant, mais bon, pourquoi pas revenir à des fautes aussi 10 minutes avant pendant qu'ils y sont. Alors, il y aura toujours quelque chose pour refuser, hein. J'ai trouvé ça complètement aberrant, surtout que c'était plus dans l'action, ça avait plus rien à voir. Il y avait 23 secondes d'écart entre le moment où il y a eu une faute qui était
un peu minime, mais vu ce qui sifflait pas, dans les matchs contre pour l'Argentine ou le Paraguay, je suis un peu étonné parce qu'il y a eu, 10 fois plus de fautes qui ont jamais été sifflées. Donc voilà. En tout cas, l'Argentine était menée 2-0 et est revenue au score et a même marqué 3 buts dans le dernier quart d'heure. Bon, c'est comme ça. Et le dernier huitième de finale, la Suisse a éliminé la Colombie au tir au but, 0-0. 4 tirs au but à 3, ça a été un match très serré. La Colombie, encore une fois, n'a pas pris de but. Et la Suisse, encore une fois, m'a montré sa progression et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Franchement, une belle performance pour la Suisse. La Colombie méritait peut-être un peu mieux, puisque c'est une équipe qui était l'une des plus fortes dans cette compétition. Eux qui avaient d'ailleurs qui avaient été devant le Portugal en poule, hein, quand même. En quart de finale, la France a battu le Maroc 2-0, une équipe du Maroc fatiguée, avec son attaquant blessé, une accumulation des matchs qui vraiment, a beaucoup pesé sur cette équipe-là. Le Maroc a quand même mis énormément d'intensité. Alors je ne sais pas si vous avez vu les matchs contre le Brésil, contre l'Écosse, ou surtout contre les Pays-Bas où ils ont joué 120 minutes en mettant un pressing de fou pendant 120 minutes, où ils ont eu 70% de possession de balle. Le Pays-Bas d'ailleurs n'avait tiré que 2 tirs cadrés en 120 minutes. Donc voilà, le Maroc a tout donné pour en arriver là. Et on l'a vu déjà contre le Canada où la première mi-temps était compliquée. Ils ont gagné en deuxième mi-temps grâce à leur talent. Mais là, contre la France, ça a été bon, très compliqué. La France l'a emporté 2 buts à 0. L'Espagne a battu la Belgique 2 buts à 1. Ça a été un match très serré aussi. Alors c'est vrai que j'avais dit que l'Espagne avait eu du mal contre le Portugal. Contre la Belgique, ils ont eu aussi du mal. Et puis ils peuvent dire merci au gardien remplaçant, puisque Courtois a été blessé à la 70e. Alors, il y a blessure et blessure, parce que dans les tabloïds en Belgique, ils n'ont pas hésité à mettre plein de commentaires là-dessus, mais Courtois, en fait, il y avait un partout à ce moment-là, et en fait, il s'est fait, je crois, une petite déchirure musculaire à la jambe. Donc ça l'empêchait de dégager, tout simplement. Mais est-ce que ça l'empêchait de se déplacer? Ça, j'ai pas l'info, hein, je peux pas vous dire correctement. En tout cas, il a des problèmes pour dégager, c'est pour ça qu'il a été remplacé. Mais c'est vrai que beaucoup se sont dit, mais c'est pas grave, s'il peut pas dégager, au moins il est dans la cage, il lui défend, il peut arrêter les ballons. Parce que le gardien remplaçant, bah, il a fait une boulette à la 87 ou 88e minute. Et il a relâché un tir de loin qui n'avait pas de nécessité face à Oyarzabal, je crois, qui arrivait lancé et qui marque le but de la victoire. Bon, qui a plus qu'à pousser la balle dans la cage. C'est un coup dur parce que la Belgique a été menée 1-0 au début du match et revenue au score avec une belle action collective. Ils ont eu du mal, la Belgique. L'Espagne était quand même très très bon, mais ils ont tenu bon. Et plus le match avançait, et plus physiquement les Espagnols baissaient de pied, tandis que les Belges prenaient de l'assurance. Et moi, c'est vrai, je me disais, s'il y a prolongation, attention, c'est peut-être pas l'Espagne qui passera. Donc l'Espagne, finalement, il faut se rappeler aussi que pour être champion du monde, ils ont eu quand même, ils ont eu des matchs difficiles, hein, avant quand même, hein. Le troisième quart de finale, c'est l'Angleterre qui a battu la Norvège 2-1, je crois, après prolongation. Ça a été un match très serré où je crois que même la Norvège a marqué un deuxième but avant l'Angleterre qui avait été refusé, justement, hein. Et puis après, l'Angleterre a gagné, a repris l'avantage, je crois, entre autres avec Bellingham. Ça a été un match très dur avec deux styles de jeu un peu identiques. Mais bon, c'est l'Angleterre qui est passée. Le quatrième quart de finale, c'est l'Argentine qui a battu la Suisse 3-1. Et encore une fois, l'Argentine est passée au ras des pâquerettes. Tout simplement, l'Argentine menait 1-0 et puis c'est la Suisse qui a égalisé en deuxième mi-temps, donc un partout. Et puis, je crois, à la 66e minute. Et Mbolo s'est fait expulser à la 72e minute suite à une simulation et une énorme erreur d'arbitrage. Je vais encore le dire, tout simplement, c'est l'arbitre qui siffle faute du défenseur milieu de terrain de l'Argentine sur Mbolo. Donc il lui met un carton jaune et je crois que c'est une action au milieu du terrain, je veux dire, donc une action qui n'a pas de nécessité d'aller mettre la VAR ou quoi que ce soit. Sauf que la VAR intervient en disant non, non, il n'y a pas faute, donc la VAR intervient pour le joueur de l'Argentine, je le précise. Et donc dans ce cas-là, l'arbitre va voir la VAR, la vidéo, et il s'aperçoit qu'effectivement, Mbolo en rajoute. Et donc il enlève le carton jaune. Mais quand il y a une intervention comme ça, c'est pour le joueur de l'Argentine, la VAR ne peut intervenir qu'une seule fois. Sauf que l'arbitre, en plus d'enlever le carton jaune, il en met un à Mbolo et il l'expulse. Et là, c'est une erreur d'arbitrage, puisque il ne peut pas y avoir une intervention de la VAR pour les deux joueurs. C'est soit pour l'un, soit pour l'autre. Et donc, moi, je suis étonné que la Suisse n'ait pas déposé des réserves suite à ça, parce qu'ils ont fini à 10 contre 11 à partir de la 72e minute.
et de la prolongation, puisque ça c'est allé en prolongation derrière. Donc forcément, à 11 contre 10, l'Argentine a fini par marquer. Quoique à 10 contre 11, ils ont eu des occasions dans le temps réglementaire, ils auraient presque pu l'emporter. Donc l'Argentine est passée encore une fois avec une histoire un peu limite, eux qui ont pourri le match en mettant des coups dans tous les sens et qui n'ont pas eu d'expulsé et qui ont fait en sorte qu'il y ait un joueur expulsé, côté suisse qui est invraisemblable suite à une erreur d'arbitrage, puisque normalement l'arbitre ne pouvait pas faire deux actions en une avec la VAR, tout simplement. Et donc bah, c'est l'Argentine qui est passée en demi-finale. Et en demi-finale, on a eu le France-Espagne, où malheureusement les Français étaient trop beaux, se sont vus trop beaux. Et là, ils ont bu le bouillon total face à une équipe d'Espagne qui les a bouffés collectivement et qui a emporté le match 2-0. Les Français n'ont quasiment pas existé, sauf peut-être la dernière demi-heure où les Français ont mis un peu plus de technique dans leur jeu avec Doué et Cherki. Parce que les Français avaient besoin de joueurs qui mettent le pied sur le ballon et à jouer des contre-attaques contre les Espagnols, ça va pas. La France ne faisait pas trois passes de suite, elle perdait le ballon et après elle le récupérait que 5 minutes après. Donc physiquement c'était trop impossible, c'était trop compliqué, le style de jeu n'allait pas du tout. C'est pas ce qu'il fallait faire contre l'Espagne. Il fallait changer tout ça, il fallait rajouter des milieux de terrain et pas mettre des ailiers et que des attaquants. Il fallait jouer un peu plus défensif, quitte à mettre 4 milieux défensifs, mais jouer différemment. Et voilà, c'est comme ça que l'Espagne est passée. Très facilement, je dirais, contre la France. Bon, à noter aussi que le premier but, c'est un penalty avec une énorme faute de défense de Lucas Digne, qui se fait dépasser par Lamine Yamal et qui veut mettre une sorte de dégagement et qui sent même pas que Lamine Yamal arrive dans son dos et lui le shoot dedans, en fait, tout simplement. Voilà, c'est invraisemblable d'avoir un penalty là-dessus, alors qu'il n'y a même pas d'action de jeu pour l'Espagne, puisque le ballon il est français. C'est quand même assez dingue. Enfin bon. Et deuxième demi-finale, l'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 en renversant le match une nouvelle fois, puisque l'Angleterre menait 1-0 jusqu'à la 85e. L'Argentine a égalisé à la 85e et a marqué à la 92e le but de la victoire, en tirant deux fois sur les poteaux, mais en même temps, à partir de la 70e minute, l'entraîneur Tuchel, l'entraîneur de l'Angleterre, a fait sortir les attaquants pour mettre des défenseurs. À ce moment-là, je crois que dans les 20 dernières minutes, il me semble avoir vu une stat hallucinante, c'est que l'Angleterre n'a réussi que deux passes en 20 minutes. Pendant ce temps-là, l'Argentine a tiré une quinzaine de fois, ils ont tiré sur les poteaux, sur le gardien, et à un moment ça a fini par rentrer tout simplement, et ils ont mis deux buts et ils se sont qualifiés comme ça. Bon, c'est comme ça. Alors on arrive au match pour la troisième place, le France-Angleterre. Alors oui, j'ai pas modifié le P102, c'est bien l'Angleterre, c'est le perdant du match 102. Et le France-Angleterre qui s'est terminé par un score invraisemblable de 6-4 pour l'Angleterre. Une Angleterre qui menait 4-0 à la mi-temps avec une France qui avait décidé de ne pas jouer, des joueurs qui marchaient sur le terrain, qui mettaient une mauvaise volonté. Alors je sais pas ce qui s'est passé, les Anglais finalement avaient décidé de jouer ce match en mettant des joueurs frais. Je pense à Saka qui était pas titulaire dans les autres matchs et qui a été monstrueux. Il a fait un triplé tout simplement. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, la France était menée 4-0. Je me suis dit, s'ils jouent pas comme ça, ils vont s'en prendre 8. C'est voilà. Et puis début de deuxième mi-temps, le miracle, la France revient avec 20 minutes de fou, ils reviennent à 4-3 et ils ont plein d'occasions pour égaliser. Avec un Michael Olisier qui a été en première mi-temps totalement à la ramasse. Il ne courait pas sur le terrain, il ratait toutes ses passes. Je sais pas où il était. Alors c'était pas le seul, hein. Mais alors je sais que tout le monde s'en prend sur Cherki, sauf que Cherki en première mi-temps. Et ben c'était pas le plus mauvais. Il y en a d'autres qui étaient vraiment vraiment mauvais, qui ont été inexistants. Et moi, pour avoir vu le match en première mi-temps, Cherki, il a quand même lancé deux ou trois ballons qui normalement doivent faire but, ou un ballon par exemple que Mbappé doit prendre à 40 mètres de la cage pour partir tout seul au goal et il rate son contrôle. Donc Cherki, il en a donné trop ou 4 comme ça, et que les autres, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe, et c'est pour ça que c'est le jour et la nuit le changement avec 4 joueurs, puisque après Olysée s'est mis à jouer au foot. Vraisemblable, il fait deux passes décisives d'ailleurs pour Mbappé. On va le voir plus loin d'ailleurs, Mbappé et Olysée finissent meilleur marqueur et meilleur passeur dans cette compétition, avec Mbappé qui prend des records aussi. Mais voilà, et Olysée aussi d'ailleurs. Mais une équipe de France qui revient 4-3. Et puis c'est un penalty bête concédé à la 87e, donc 5-3 pour l'Angleterre. Dembélé réduit du score à la 96e, il y a, je rappelle, 7 minutes d'arrêt de jeu, donc 5-4, il reste une minute à jouer, la France part à l'abordage et se prend une contre. Et Bellingham joue
dans la réalité, comme on joue sur, la PlayStation, il dribble dans la surface de réparation, il tire pas, allez, bon, bah, je refais un petit crochet, je refais un contrôle au milieu du gardien, des joueurs, des défenseurs, à un moment, il y a plus personne dans la cage, il tire, il marque. Voilà et c'est le 6-4, franchement une action de très grande classe, hein, de Bellingham, hein, faut le reconnaître, mais voilà, l'équipe de France qui prend 6 buts, mais c'est d'un ridicule avec, des joueurs, c'est pas normal de prendre 6 buts. Combien de buts l'a pris l'Espagne, en 8 matchs de compétition? Un seul, contre la Belgique. Même la France n'a pas été capable d'en marquer. La France en a pris 6 rien en un seul match. Donc voilà, je trouve ça inadmissible et pathétique. Franchement, c'est, je sais pas combien de joueurs rêveraient de jouer, un match pour la troisième place, d'avoir finir troisième du coupe du monde. Là, on a balancé le match et on finit quatrième bêtement, et c'était bien, ça aurait été bien au moins de finir troisième. Ça aurait été plutôt sport. En plus, la seule défaite avant ce match-là, c'était contre le vainqueur, futur vainqueur, qui méritait largement sa qualif. On se serait fait voler, par les Espagnols, mais c'est pas le cas. Ils sont passés parce qu'ils étaient largement meilleurs et donc au final, bon, ben, un score de tennis 6-4 pour l'Angleterre qui fait pas honneur à la France et à beaucoup de joueurs. Franchement, après, je trouve très petit de s'en prendre uniquement à Cherki, qui devient un peu le bouc émissaire de cette histoire. Ok, il a une attitude derrière qui est bizarre. Il a fait des réflexions bizarres, mais sur le terrain, franchement, les autres ont été nuls. Et c'est pas lui qui était responsable des buts, des 4 buts encaissés. C'est les défenseurs qui font n'importe quoi, les milieux de terrain qui se replient pas correctement ou qui marchent et les ailiers qui marchent. Cherki, il jouait milieu offensif centre et sur certaines actions, bah, il n'était pas responsable du tout du mauvais placement et du mauvais replacement de ses coéquipiers. Au contraire, il a fait quelques efforts aussi pour revenir et pour bloquer des joueurs. Et bon, après, il est un peu fantasque, hein. Il tente des trucs des fois qui sont paraissent impossibles, mais en première mi-temps, Olysée, il a tenté combien de passes qui sont arrivées directement dans les pieds adverses ou qui sont pas arrivées. Combien les Français ont perdu de ballon? Combien Mbappé a raté de contrôle? Ça a été une catastrophe, franchement. Donc voilà, c'est pas parce qu'il l'a sorti des champs que c'est lui le bouquet mystère. Au contraire, il a sorti des joueurs. C'est comme en demi contre l'Espagne. Il sort Rabiot, a priori, parce qu'il y avait un jaune et qu'il voulait pas qu'il se fasse expulser. Sauf que Rabiot, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Donc c'était quand même compliqué. Est-ce qu'il fallait pas le laisser sur le terrain? Au final, bon bah voilà, la France finit quatrième et l'Angleterre finit troisième avec le panache pour l'Angleterre. J'ose pas imaginer ce que ça aurait été si la France était revenue au score à 4-4 et avait même remporté ce match 5-4. J'imagine en Angleterre, ça aurait été un drame monumental. C'est-à-dire qu'autant la France a été menée 4-0 à la mi-temps, autant pour l'Angleterre, se faire rattraper derrière et voir se faire dépasser, ça aurait été un sacrilège quand même énorme. On n'est pas passé loin aussi de cet affront. Et le dernier match, c'est la finale, l'Espagne qui bat l'Argentine 1-0. Petite victoire, mais grande par le football et le talent. Une équipe d'Espagne qui a joué au foot pendant 120 minutes, puisque le but est arrivé en prolongation, mais qui a tout tenté pour essayer de remporter le match au milieu des coups bas de la part des Argentins qui ne jouaient pas au foot, hein, tout simplement, qui, on se demande, s'ils étaient venus là pour jouer un match de MMA ou un match de finale de Coupe du Monde. Ils ont quand même une statistique qui est assez hallucinante et unique, c'est qu'ils ont fait leur premier tir à la 117e minute, l'Argentine, et ils avaient 0 XG à la 116e minute. Je vous mens pas, c'est 0. 0 XG. Je me suis dit à un moment, il va y aller avoir des tirs au but. Ils n'auront pas tiré une seule fois du match. Ils n'auront pas eu d'occasion de but et ils vont gagner au tir au but. Et c'est pas possible. En mettant des coups, des tacles, vraiment un comportement exécrable. D'ailleurs, après le coup de sifflet final, ils ne se sont pas arrêtés là, puisque on a vu des agressions de joueurs argentins. Paredes qui est venu agresser un joueur espagnol en le tapant, en le poussant fortement au niveau de la poitrine et du cou. Et puis un autre joueur aussi qui s'est pris une balayette et qui s'est retrouvé au sol. Je crois que c'est Rodri. C'était pas pour faire dodo ou se reposer, hein, c'est parce que l'Argentin il arrive, hop, pourquoi? Ça a été même plus loin, au moment de la remise de la coupe, ils ont tourné le dos aux Espagnols, marquant un grand moment de fair play de leur part, des Argentins, qui ont, je le rappelle, il y a 4 ans gagné la Coupe du Monde contre la France avec énormément de chance et de réussite, et qui se sont permis derrière des esclandres avec beaucoup de scandales,
Il y a un comportement inapproprié, surtout quand on voit des joueurs comme Messi dans cette équipe. Messi n'a pas été, a pas eu un comportement, et Messi a eu plutôt un bon comportement sur toute la compétition, si ce n'est le tacle au premier match qui aurait dû être sifflé avec un carton rouge, mais voilà, sinon après, il n'a jamais été méchant ou comme certains autres joueurs qui faisaient un peu n'importe quoi. Ouais, moi c'est sans commentaire. Dans les tabloïds étrangers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles disant le foot a gagné, un pour le foot, et il y a même un tabloïd qui a taclé l'Argentine, il a mis foot 1 et criminel 0. Ça va loin quand même, hein, pour aller carrément mettre ce type d'article. Voilà, le foot l'a emporté, la meilleure équipe l'a emporté, et ça fait plaisir vraiment. L'Espagne, c'est une équipe qui joue au foot de A à Z, qui tente le tout pour le tout. Alors, ils prennent pas de but, mais c'est pas une équipe défensive, hein. Ils cherchent toujours à en marquer. Sauf que les gars, ils se dépassent, ils reviennent, ils font des déplacements, ils jouent les uns pour les autres, c'est très collectif. Et donc, c'est comme ça qu'ils l'ont emporté tout simplement. Et bravo à l'Espagne. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu le classement des buteurs, parce qu'il y a de quoi dire. C'est Kylian Mbappé de l'équipe de France qui finit premier avec 10 buts en 8 matchs. C'est un bon ratio, les amis. Et deuxième, Lionel Messi, 8 buts. Et pourquoi je vais m'attarder sur ces deux joueurs? C'est parce que, avant cette Coupe du Monde, le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, c'était Klose, l'Allemand. Il en était à 16 buts. Derrière, Messi en était à 13 et Mbappé avec 12 buts. Donc l'objectif de Messi et de Mbappé, c'était d'aller chercher Klose. C'est logique pour aller chercher la première place, surtout que pour Messi, c'était la dernière Coupe du Monde. Et c'est vrai que Messi est parti très fort en poule, hein. Il a marqué plus de buts que Mbappé, sauf que Mbappé a continué à en marquer jusqu'à la fin, et puis Messi. À partir des matchs à élimination, Messi il a plus fait des passes décisives, il a eu plus de mal à marquer des buts, puisqu'il en a marqué 6, je crois, dans la phase de poule en 3 matchs. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Je crois d'ailleurs qu'il a marqué les deux autres en 16e, mais après il a pu marquer du tout. Mais voilà, Mbappé, de son côté, ben, avec ses 10 buts, il arrive à 22 buts dans l'histoire des Coupes du Monde. Il en a 3, hein. Et Messi, lui, il arrive à 21 buts. Et c'était sa dernière prestation. Donc Mbappé, avec 22 buts, il est pas prêt d'être rejoint, le petit bonhomme, hein. Alors, il faut voir après les autres, hein, parce que Bellingham finit troisième avec Haaland avec 7 buts. Haaland, j'ai 7 buts en 5 matchs, c'est quand même assez exceptionnel. Mais voilà, ils n'ont pas raté leur Coupe du Monde. Bellingham a été très très bon. C'était le Bellingham que l'on ne voit pas au Real de Madrid, hein. Cette année, il était un peu inexistant. Là, il fait plus de buts en 8 matchs de Coupe du Monde qu'en une saison de 60 matchs avec le Real Madrid. Bon, c'est pas ce qui s'est passé cette saison. Voilà. En tout cas, du grand grand Bellingham pour l'Angleterre. Grâce à lui, c'est pour ça que l'Angleterre a fini troisième. Faut quand même le reconnaître. Haaland pour la Norvège, très présent avec 7 buts. Ensuite, cinquième, Harry Kane et Dembélé. Et oui, Harry Kane avec 6 buts et Dembélé 6 buts. Sauf que Dembélé, je crois qu'il en a mis 3 dans un match. Je me demande, c'est pas contre la Suède où la France gagne 3-0. Enfin, je sais plus. Ou non, contre la Norvège. C'est contre la Norvège quand il gagne 4-1. Mais sinon, voilà, Dembélé, bon, il a quand même pas été au top, hein. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Il jouait épisodiquement de temps en temps, donc c'est dommage. On aurait eu besoin d'un bon Dembélé contre l'Espagne, par exemple, là où il a été un peu inexistant. C'est comme ça. En tout cas, il va falloir voir. J'ai pas le classement de toutes les coupes du monde, mais c'est vrai que Mbappé, bon, il a encore des coupes du monde à jouer devant lui. Donc là, il est en train de péter tous les records, parce que 22 buts, l'ancien encore c'était 16. Alors je sais qu'il a été dépassé par Messi et par Mbappé. Après, je sais pas où il en est, Ronaldo. Je crois qu'il en est un peu plus de 10. Et puis, mais voilà. Après, c'est loin, c'est Haaland, hein, après. Mais bon, il faut aussi que la Norvège puisse se qualifier à d'autres coupes du monde. Donc, il y a peut-être Vinicius, hein, qui peut arriver avec quelques buts. Mais bon. Après, on a en septième position Oyarzabal de l'Espagne, 5 buts. Il était très bon tout au long de la compétition en marquant des buts décisifs et importants. Huitième ex aequo, Vinicius Junior du Brésil, 4 buts, avec Quinones du Mexique et Ismaïla Sarr du Sénégal. Je précise que ces trois joueurs n'ont pas joué beaucoup de matchs, puisque pour le Brésil et le Mexique, c'était que 5 matchs, et le Sénégal que 4 matchs. Donc 4 buts en 4 matchs pour Ismaïla Sarr, c'est quand même pas mal. Ensuite, 11e ex aequo, Havertz et Hundo de l'Allemagne, 3 buts en 4 matchs seulement. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de joué. Bukayo Saka de l'Angleterre, 3 buts en 7 matchs et 3 buts contre la France pour le match pour la 3 place. Sinon, il n'a rien fait de la Coupe du Monde, il était remplaçant, mais quand il est rentré, c'était pas le génial. Lautaro Martinez de l'Argentine, 3 buts en 7 matchs. De Ketteler de la Belgique, 3 buts en 5 matchs. Lukaku de la Belgique, 3 buts en 6 matchs. Lukaku qui a marqué des buts aussi très importants, ou qui, par sa présence, fait marquer des buts contre son camp aussi. Cunha du Brésil, 3 buts. Et Jonathan David du Canada avec 3 buts. Donc voilà, une Coupe du Monde marquée par l'offensive et des buteurs qui ont marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts, et des grands buteurs qui ont été bien présents
avec un Mbappé qui a répondu aux attentes et qui peut, légitimement aller chercher la première place dès maintenant. S'il tourne à 5 à 10 buts à chaque coupe du monde, les amis, il va exploser tous les records là. C'est-à-dire que l'ancien record de close de 16 buts, il va faire plus du double, hein, Mbappé, comme c'est parti, puisqu'il en est à 22 et potentiellement si il fait 2 coupes du monde à 5 buts, ce qui serait totalement ridicule, vu que maintenant il y a 48 équipes et en plus des adversaires potentiellement un peu plus faibles que dans les anciennes coupes du monde, ça voilà, il pourrait arriver à 32 buts, à plus de 30 buts. Donc là, Mbappé, il est en train de battre des records qui risquent de ne jamais être battus. Parce que déjà, il faut être dans une équipe qui se qualifie à toutes les coupes du monde. Il faut aussi aller jouer de la coupe du monde. Dans la coupe du monde, il faut aller jouer très loin. Donc, va falloir, ça prendra du temps. Allez, le classement des meilleurs passeurs, il y a à dire aussi, puisque c'est Mickaël Olysée de l'équipe de France qui finit premier avec 7 passes décisives en 8 matchs. Et je crois qu'il a la meilleure performance en termes de passes décisives sur une Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'était 5 ou 6 l'ancien record. Mais il finit avec 7. Il en a fait 2 justement dans le match pour la troisième passe pour Mbappé. Et ça c'est très important parce que ben, finir premier, c'est bien, c'est un trophée personnel, mais en même temps c'est un record, un nouveau record qui tombe hein, pour un Français, ça fait plaisir. Alors je crois que Juste Fontaine a toujours le record du plus grand nombre de buts marqués sur une Coupe du Monde, donc les Français toujours présents pour les records, tout simplement. Et là, Mickaël Olysée, bah, il a justifié son statut de meilleur passeur au monde, puisque je crois que c'est lui qui a fait le plus de passes décisives cette saison avec le Bayern Munich. Il en a fait tellement en championnat, une vingtaine, en Ligue des Champions. Bon, bref, je crois qu'il y a plus de 30 passes décisives cette saison, 30 ou 40, enfin 35-40 je dirais, puisque là il en a fait 7 à nouveau pour la Coupe du Monde. Donc c'est bien. Deuxième ex aequo, Messi de l'Argentine, Guimarães du Brésil, Mbappé de la France et Brahim Diaz du Maroc. Bon, là on retrouve des sacrés joueurs. Messi qui a eu, peut-être, il ne marquait plus après les 16e de finale, mais qui a fait marquer beaucoup de buts, dont 2 passes décisives en demi-finale contre l'Angleterre. C'est quand même à souligner. Bruno Guimarães du Brésil, 4 passes en 5 matchs, a été plutôt bon avec le Brésil. Mbappé, écoutez, bah, Mbappé il est à 10 buts et 4 passes, et Messi 8 buts et 4 passes. C'est ça les grands champions. Franchement, Mbappé 10 buts et 4 passes, c'est quand même, il est sur 14 buts, c'est quand même énorme. Brahim Diaz du Maroc, 4 passes décisives, c'est vrai, je crois qu'il n'a pas marqué, mais il a été très bon. Il a fait jouer les autres, ça a permis aussi au Maroc d'aller jusqu'en quart de finale. C'est pas rien, une belle performance à nouveau pour le Maroc qui avait déjà réussi l'exploit à la dernière Coupe du Monde d'aller jusqu'en demi-finale. C'était la première fois qu'une équipe africaine allait en demi-finale. Et ben là, ils ont réussi à nouveau l'exploit à aller en quart de finale. Donc ça tombe pas du ciel, 2 fois de suite en quart de finale. C'est pas rien et ça justifie le fait qu'il soit, je crois, 7ème au classement FIFA, donc 2 fois dans les 8 meilleurs, c'est logique. Après, on a aussi Odegaard aussi de la Norvège avec 4 passes décisives. Le milieu de terrain de la Norvège il a été très bon. Et puis bon, en même temps, avec la Norvège, il faut donner la balle à Haaland, ça finit par rentrer, hein, de toute façon. À 3 passes décisives, ensuite 7ème ex aequo, Florian Wirtz de l'Allemagne, qui a fini à 3 passes en 4 matchs. Gordon, alors l'Allemagne avait quand même battu Curaçao 7-1 au premier match, hein. Ça a gonflé un peu quelques stats. Anthony Gordon et Bukayo Saka de l'Angleterre avec 3 passes. Alors Bukayo Saka a marqué un triplé contre la France, mais il avait quand même fait des passes décisives dans cette compétition. Alvarado du Mexique 3 passes, Gelderup de la Norvège 3 passes, Isaac de la Suède avec 3 passes. Et puis 13e, Howard de l'Algérie 2 passes décisives, Kimmich et Undo de l'Allemagne 2 passes décisives, Rice de l'Angleterre 2 passes, Raskin et Trossard 2 passes pour la Belgique. Voilà, il y a eu alors, il y a toujours plus de buts que de passes décisives, forcément, hein. Des fois, il y a des buts, il n'y a pas de passes décisives, mais encore une fois, des petits records côté France, hein. La France finit laborieusement quatrième. Je dis laborieusement parce qu'on est arrivé en demi-finale en jouant très bien, en étant très bon, et puis d'un coup, plus rien. Un match inexistant contre l'Espagne, où on s'est cru trop beau, ça allait être facile. Bah non, on a été ridicule parce qu'on a été ultra dominé collectivement. Et un match ridicule après pour la troisième place où les Français ont décidé de jouer que 20 minutes en deuxième mi-temps. Parce que pour le reste, c'était ridicule. Le premier mi-temps était ridicule. Et après ces 20 minutes, Olysée qui met des ballons en étant au point de pénalty à côté, à droite, à gauche, au-dessus. Bon, bref. Ouais, c'est dommage, hein. C'est un match où on doit marquer 5 ou 6 buts en deuxième mi-temps. On doit le gagner, même en étant mené 4-0. Et c'est fou la marge que la France a. Parce qu'en jouant 20-25 minutes, on peut presque gagner un match en marquant 3 ou 4 buts. C'est quand même assez incroyable. Sauf qu'il faut pas en prendre. Voilà, tout simplement. Donc, bah, une compétition qui se termine avec des records pour les Français. Meilleur passeur, meilleur marqueur Olysée avec 7 passes, meilleur marqueur Mbappé 10 buts et qui devient meilleur marqueur aussi des Coupes du Monde avec également 22 buts au total. C'est quand même une belle performance. Donc, il n'y a rien à dire. Je dirais que le seul bémol, c'est le résultat final où la France finit quatrième. Un beau vainqueur, l'Espagne, qui gagne cette Coupe du Monde. Et je dirais que
une compétition avec 48 équipes, c'est beaucoup trop. Maintenant, il faut, falloir voir pour les prochaines parce que là, ça fait beaucoup de matchs, ça fait beaucoup de, beaucoup trop de matchs, on va dire. C'est long et physiquement, c'est très dur. Là, les joueurs, il va falloir qu'ils se reposent maintenant pour après réintégrer leur club et pouvoir repartir en championnat. Ça fait quand même un mois de compétition, ça fait 8 matchs joués. Puis à la fin, les 4 meilleures équipes qui ont 8 matchs joués avec beaucoup de stars, beaucoup de donc les plus grands clubs en Europe ont leurs stars qui ont joué 8 matchs, hein. Le Real Madrid, Mbappé, Bellingham, ils étaient là, hein, par exemple, hein. C'est un exemple, mais on avait tant d'autres, il y en a plein, hein. Harry Kane pour le Bayern, Olise pour le Bayern. Tous les grands clubs, avaient leurs plus grandes stars. Le Manchester City avait Rodri aussi qui est allé jusqu'en finale. Real a récupéré Cucurella aussi en arrière, donc en fait, la moitié de l'effectif du Real était là, hein, quasiment. Donc bon, ça va être en tout cas, le mot de la fin c'est un très beau vainqueur, l'Espagne. C'est l'équipe qui a mieux joué depuis le début de la compétition et pour une fois qu'il y a une équipe qui joue bien et qui gagne, ça fait plaisir. Un petit mot aussi, record français, Mbappé au but et record aussi du nombre de buts en coupe du monde. Olysée, plus grand nombre de passes décisives, dans cette coupe du monde et record aussi de passes décisives sur une coupe du monde et sinon, la chaleur, peut-être à noter, il faisait trop chaud avec des pause publicitaire pour la chaleur en première et deuxième mi-temps, c'était trop, trop, trop. D'ailleurs, la finale a été trop longue, les amis, avec le show à la mi-temps, qui a fait que la mi-temps a duré, au lieu de durer un quart d'heure, elle a duré une demi-heure, ça devenait n'importe quoi. Bon, c'est dommage. Il y a eu des petits ratés comme ça, mais au final, le foot, on va dire, sort vainqueur avec la victoire de l'Espagne. Voilà, c'était le bilan à l'issue de cette Coupe du Monde de football 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.